Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à votre troisième TD de microbiologie générale. Aujourd'hui, on va parler de l'identification des micro-organismes, plus précisément des bactéries. Donc on va voir comment on fait pour identifier une bactérie, comment commencer l'identification des bactéries. Donc deux points importants, étude des caractères macroscopiques, des caractères, on va dire, qu'on peut voir à l'œil nu, caractères des colonies, et deuxièmement, étude des caractères microscopiques. Alors, on commence. Avant de vous parler des techniques d'identification des micro-organismes, j'aimerais vous parler d'une discipline qui s'appelle taxonomie ou bien taxinomie. Aujourd'hui, on va parler de la taxinomie ou bien taxonomie microbienne. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est la discipline qui va nous permettre de regrouper et de classifier des micro-organismes. Alors, comment ça marche? Il faut savoir que cette taxonomie, elle englobe d'autres sous-disciplines qui fonctionnent tous ensemble. Par exemple, première étape, c'est l'identification du micro-organisme. Comment on fait pour l'identifier? On va mettre en évidence certains de ses caractères. Par exemple, des caractères morphologiques, physiologiques, métaboliques, comparer aussi le matériel génétique. Donc, tout cela pour l'identifier. Par la suite, quand on aura identifié tous ces caractères, qu'est-ce qu'on va faire? On va les comparer et ensuite les classifier. Et pour qu'à la fin, on puisse classifier ce micro-organisme dans une unité, on va dire, ou bien un groupe qu'on appelle communément un taxon, comme par exemple espèce, genre, etc. Donc, une fois qu'on a classifié ce micro-organisme, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui donner, on va dire, un nom. Donc, on va s'appuyer sur la nomenclature. C'est quoi? En fait, c'est l'ensemble des règles qui président, qu'on va utiliser pour attribuer un nom propre à chaque taxon. Donc, une fois qu'on a donné un taxon et on a classifié ce micro-organisme, on peut le mettre donc dans sa classification hiérarchique que vous connaissez probablement. Donc, il y a tout en bas de l'échelle, il y a l'espèce. Ensuite, supérieur, donc il y a le genre. Le genre, c'est quoi? C'est donc un taxon qui est composé d'espèces similaires. Et ainsi de suite, famille, ordre, classe, embranchement, règne et domaine. Donc, la taxonomie va nous permettre on va dire, de classifier ce micro-organisme. Parlons maintenant de l'identification des bactéries. Pour identifier une bactérie, on doit souvent passer par plusieurs étapes. Tout d'abord, on doit faire une identification phénotypique. Alors le phénotype, je rappelle, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des caractères observables visibles d'un individu ou bien d'un organisme donné. Donc, dans l'identification phénotypique des micro-organismes, il y a plusieurs études. La première étude, c'est l'étude des caractères ou bien des caractéristiques macroscopiques. Macroscopiques, donc observables à l'œil nu. Donc on va étudier l'aspect, la forme, la couleur et la taille des colonies bactériennes. Les colonies, comme vous vous rappelez, qu'on va retrouver sur des boîtes de pétri ou bien dans des tubes à essai à gélose inclinée. On peut, par la suite, on va passer à l'étude microscopique. Donc, dans ce cas-là, on va étudier donc, la morphologie des cellules bactériennes et leur mode d'association, et ainsi que d'autres structures comme les spores, les capsules, etc. Donc, cette étude, elle se fait à l'aide d'un microscope. Ensuite, on passe à l'étude des caractères métaboliques comme physiologiques, biochimiques, sérologiques et pathogènes. Donc aujourd'hui, on ne va pas en parler, on va se focaliser sur l'étude macroscopique et microscopique, et on verra dans de prochains TD les autres études, comme par exemple études physiologiques et biochimiques. Il faut savoir qu'il y a aussi une identification génotypique. Donc dans cette étude, on va se focaliser sur le matériel génétique des bactéries. Donc on va déjà extraire leur ADN ou bien ARN, ensuite les séquencer pour les comparer avec d'autres espèces. Donc on peut dire qu'on n'est pas obligé de faire l'identification phénotypique, on peut passer directement à l'identification génotypique si on a les moyens, mais il est toujours préférable, toujours intéressant de faire une étude
phénotypique avant de passer à l'étude génotypique. Grand 1, on va commencer par l'étude des caractères macroscopiques des bactéries. Parlons maintenant plus en détail de l'étude des caractères macroscopiques des colonies bactériennes. Dans cette figure, vous voyez l'aspect des colonies bactériennes obtenues après culture de la bactérie sur un milieu de culture solide qui a été distribué dans une boîte de pétri. Tout d'abord, on va définir la colonie bactérienne. Donc c'est quoi? C'est l'amas visible à l'œil nu. Il est constitué, c'est un amas de bactéries, il est constitué de millions ou de milliards de descendances d'une seule bactérie, ou bien 2 ou 4 bactéries. Alors je vous explique, ou bien je vous réexplique, parce que la dernière fois, je vous ai montré comment les bactéries se reproduisaient. Je vous ai dit et expliqué que les bactéries se reproduisaient de manière asexuée par fission binaire, c'est-à-dire une seule cellule bactérienne, elle va s'allonger, elle va dupliquer son matériel, elle va donc les séparer en deux, ensuite s'étrangler pour qu'à la fin elle forme deux cellules identiques à la cellule mère. Donc une forme 2, 2 forme 4 et ainsi de suite jusqu'à obtenir un amas de cellules bactériennes qu'on peut voir à l'œil nu et qu'on qualifie de colonies. Donc, durant l'étude des caractères macroscopiques des colonies bactériennes, on va étudier quoi? On va d'abord étudier la forme et la taille. Vous voyez qu'il existe plusieurs cas, plusieurs formes et tailles, comme par exemple punctiforme, circulaire, filamenteuse, irrégulière, etc. On va aussi étudier l'élévation de la colonie. Si on observe une colonie, on va dire horizontalement, on va voir son élévation. Il y a des colonies planes, il y a des colonies un peu élevées, convexes, etc. Il y a aussi le caractère du bord, donc le bord du colonie, il est régulier des fois, ondulé, lobé, dentelé, etc. Il y a aussi l'aspect de la surface. Est-ce que la surface elle est lisse, rugueuse, brillante? L'opacité, donc sa capacité à bloquer la lumière, est-ce qu'elle est translucide, transparente? La consistance aussi, est-ce qu'elle est gluante, est-ce qu'elle est crémeuse? Et aussi, à la fin, on peut étudier la couleur, la pigmentation. Je vous propose de voir chacun de ces caractères en détail. Premier caractère, la taille des colonies. Alors, il y a plusieurs tailles de colonies. Il y a les colonies punctiformes avec on va dire un diamètre inférieur à 1 mm. Comme vous le voyez, il y a des petites colonies allant de 1 à 2. Il y a aussi des colonies moyennes, de taille moyenne, allant de 3 à 5 mm. Et il y a les grosses colonies avec un diamètre supérieur à 5. Alors, ce diamètre peut être, on va dire, mesuré à l'aide d'une règle graduée. Et la taille des colonies, généralement, elle dépend de l'espèce qu'on étudie, elle dépend de la composition du milieu de culture, des conditions d'incubation, et aussi parfois de la qualité de l'isolement. Et on ne peut pas étudier la taille d'une colonie, sauf si elle est suffisamment isolée, comme vous le voyez dans la figure. Donc voilà, ça c'est le premier caractère, la taille des colonies. Caractère suivant, donc la forme des colonies. Vous voyez dans la figure, ou bien dans la diaporama, qu'il y a plein de formes. Sachez que ce n'est pas toutes les formes. Ici, j'essaie juste de vous montrer quelques exemples, comme par exemple des formes punctiformes. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est des colonies de différentes tailles, mais du même aspect. Alors, il y a aussi des colonies circulaires, filamenteuses, il y a aussi des colonies irrégulières, il y a également des colonies rhizoïdes. Donc ça, c'est le deuxième caractère, forme des colonies. Passons maintenant au caractère suivant, l'élévation des colonies. Il y a plusieurs élévations. On peut appeler aussi la vue de profil ou bien le relief des colonies. Donc comme vous voyez ici, il y a des colonies qui sont planes, il y a des colonies qui sont un peu élevées, il y en a d'autres qui sont convexes, il y en a d'autres qui sont bombées, il y a aussi des colonies qui sont bossues. Vous voyez, il y a
plein d'élévations. Parlons maintenant du bord des colonies. Il y a des colonies qui ont un bord régulier. Il y a d'autres colonies qui ont un bord ondulé. Il y en a d'autres qui ont un bord, on va dire, lobé. Il y a aussi des colonies dentelées. Il y a aussi des colonies qui sont filamenteuses, qui ont un bord filamenteux. Parlons maintenant de l'aspect de surface des colonies. Il y a des colonies qui sont lisses, il y en a d'autres qui sont rugueuses, comme vous le voyez dans la figure, qui ne sont pas du tout lisses, au contraire des premières. Il y a aussi l'apparence de surface des colonies. Il y a des surfaces qui sont brillantes, il y en a d'autres qui sont ternes. Un autre caractère qu'on peut étudier, c'est l'opacité des colonies, c'est-à-dire leur capacité à bloquer ou bien laisser passer la lumière. Il y a des colonies opaques qui ne laissent pas passer la lumière. Il y a des colonies translucides. Elles laissent passer la lumière, mais on ne peut pas voir derrière les colonies, on ne peut pas voir au travers. Il y a aussi des colonies transparentes, un peu transparentes, qui laissent passer la lumière et on peut voir quelques formes au travers, hein, un peu comme le verre. Voilà. Parlons maintenant de la consistance des colonies. Alors ce caractère peut être étudié quand on fait le prélèvement de la colonie. On peut distinguer des colonies gluantes qui ont un aspect ou bien une texture collante, visqueuse, due à une production d'exopolysaccharides. Il y a aussi des colonies crémeuses, comme la plupart des bactéries. Il y a aussi des colonies qui sont sèches. En dernier, je peux vous parler de la pigmentation des colonies. Parfois, les colonies ont une couleur un peu particulière. Ça peut être dû à l'espèce qu'on étudie ou bien au milieu de culture. Et généralement, les colonies ont aucune pigmentation. Parfois, elles ont une pigmentation jaune, des fois orange et des fois marron. Passons maintenant à la prochaine étude des caractères microscopiques des bactéries ou bien des cellules bactériennes. Donc qui dit microscopique dit utilisation de microscope. Alors avant de vous parler des techniques et de comment on va observer, comment on fait pour pouvoir observer des cellules bactériennes au microscope, j'aimerais vous parler d'abord des formes de cellules bactériennes, leur morphologie. Alors, on distingue deux grands groupes de formes. Le premier groupe, c'est les formes sphériques, qu'on appelle cocci, ou bien coque. Donc, vous voyez dans la diaporama, il y a des formes rondes, il y a d'autres formes ovales. Hein. Je vais vous montrer maintenant quelques observations microscopiques. Regardez. Donc ça, c'est des coques ou bien c'est des bactéries sous forme cocci. Hein. Regardez, voilà. Donc ça, c'est la première forme. Il y a la deuxième forme qu'on appelle communément forme allongée ou bien bacille. On peut distinguer des formes droites, courtes, longues, épaisses, fines, avec un bout rond, un bout carré, ou bien des formes allongées, mais on va dire cocobacille. Il y a des formes fusiformes. Et il y a aussi des formes particulières, comme les formes incurvées ou bien des formes spiralées. Alors je vais vous montrer quelques exemples de figures aussi. Donc voilà, ça c'est des bacilles. Si on observe bien, on va voir qu'elles sont, ces bacilles, ils ont un bout rond. Ils sont plutôt, on va dire, des bacilles courts, on va dire. Quelques-uns sont courts et d'autres sont longs. Voici, ça c'est des bacilles fins et longs. Hein. Voici d'autres exemples de formes allongées. Et voici les formes particulières dont je vous ai parlé. Hein, on voit bien qu'il y a des formes incurvées, comme par exemple au milieu à droite, et des formes spiralées tout en haut. Donc voilà, ça c'est les formes les plus communes chez les bactéries, des formes coccisphériques, coques,
ou bien des formes allongées, on appelle aussi bacilles ou bâtonnets. Parlons maintenant du mode de regroupement des cellules bactériennes ou bien le mode d'association des cellules bactériennes. Je pense que vous avez remarqué dans la précédente diaporama que les bactéries se regroupaient. On peut distinguer pour les formes rondes ou bien sphériques qu'on appelle cocci, soit elles sont isolées, soit elles sont en paires. Quand elles sont en paires, on peut les appeler diplocoques. On peut les retrouver aussi en paires sous forme de bougies ou bien de grains de café. Parfois, il y a des cellules sous forme cocci qui sont regroupées par 4. Hein, on appelle ça en tétrade. Des fois, elles sont regroupées, plein de cellules, on va dire sphériques regroupées, elles vont constituer un amas. Et des fois, elles sont en chaîne ou bien en chaînette. En chaîne quand elles forment de longues chaînes, ou bien des chaînes assez longues, on va dire, et en chaînette quand elles forment de petites chaînes. Alors, je vais vous montrer quelques exemples. Comme par exemple ici, on a des bactéries sous forme cocci qui forment de longues chaînes. Ici, on voit bien que les cellules sphériques, elles sont regroupées en amas. Et par exemple ici, on va voir que certaines se trouvent en forme en paire plutôt, diplocoque, et d'autres sont en tétrade, par 4 plutôt. Passons maintenant au mode de regroupement ou d'association des formes allongées, qu'on appelle bacilles. Alors, il y a des bacilles qui sont isolés, il y a des bacilles qui sont en paire, du coup on les appelle diplobacilles. Il y a des bacilles qui sont en amas, regroupés, plein de bacilles regroupés, elles vont constituer un amas. Et il y a aussi des bacilles en chaîne, en chaînette, et d'autres qui sont regroupés de manière organisée, on va dire, plus ou moins organisée. Et on peut dire qu'ils sont en palissade. Alors je vais vous montrer aussi quelques observations microscopiques. Donc on voit bien ici des bacilles qui sont, je pense que c'est assez facile, ils sont regroupés en chaîne parce qu'elles vont former une chaîne. Ici il y a des bacilles isolés ou bien regroupés en amas. Voici un exemple de bacilles isolés ou de diplobacilles. Donc voici on va dire pratiquement tous les modes de regroupement des cellules bactériennes. Maintenant qu'on a parlé des différentes formes et morphologies des cellules bactériennes, des différents modes d'association ou de regroupement de ces bactéries, il y a une question qui se pose, c'est comment on fait pour pouvoir les observer, comment on fait pour étudier ces caractères. Alors, comme je vous ai dit au début du TD, on doit utiliser un microscope. Mais pas seulement un microscope, parce que tout d'abord, il faut déposer des cellules bactériennes sur une lame et les laisser vivantes et faire une observation à l'état frais, c'est-à-dire une observation où les bactéries sont toujours vivantes. Cette étude, elle se fait surtout pour étudier par exemple la mobilité. On peut l'utiliser aussi pour étudier les formes, les morphologies. Mais pour cela, il y a une meilleure technique qui permet d'obtenir, on va dire, des préparations plus stables, plus durables, et ça s'appelle observation après préparation d'un frottis fixé. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cette technique, préparation d'un frottis fixé. Je vais vous montrer étape par étape de comment on fait. Enfin, tout d'abord, il faut savoir que dans cette technique, donc, quand on prépare un frottis fixé, on ne va pas laisser les bactéries vivantes, on va les tuer. Il est fixé sur une lame. Alors comment on fait? Tout d'abord, je vais prendre une lame, comme vous voyez dans la figure, je vais déposer au centre une petite goutte ou bien une gouttelette d'eau, de préférence distillée stérile,
Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais prélever des bactéries à partir d'une culture soit réalisée sur milieu solide, donc je prélève une petite colonie ou bien une partie d'une colonie bactérienne. Si j'ai une culture bactérienne réalisée sur milieu liquide, donc je vais prendre quelques microlitres à l'aide de la boucle d'une anse en platine ou bien d'une hausse, et je vais déposer donc cette quantité de micro-organismes dans la gouttelette. Une fois déposé, je vais faire un étalement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Je vais déposer ma quantité de micro-organismes dans la goutte et je vais faire des mouvements circulaires et homogènes pour bien répartir cette quantité de micro-organismes. Par la suite, je peux laisser ma lame à l'air libre à côté d'un bac benzène pour un séchage à l'air libre, on va dire. Et à la fin, je vais faire la fixation à la chaleur. La fixation à la chaleur, c'est simple. Je prends ma lame à l'aide d'une pince et qu'est-ce que je vais faire? Je vais la mettre au-dessus de la flamme, on va dire à 10 cm au-dessus d'une flamme, et je vais faire des mouvements, donc, comme vous voyez dans la figure, histoire que tout cela dans le but de faire sécher la gouttelette d'eau et pour que les bactéries soient fixées sur la lame. Donc voilà, ça c'est donc la méthode de préparation d'un frottis fixé. Donc je rappelle, frottis fixé dit observation à l'état tué, c'est-à-dire les micro-organismes sont morts. Par contre, à l'état frais, les bactéries sont vivantes. Alors si vous voulez rapidement savoir, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre une lame, une gouttelette d'eau, et on va déposer des micro-organismes dessus. Ou bien si on a une culture liquide, on dépose carrément notre culture, une petite gouttelette, quelques microlitres d'une culture liquide, et on dépose par-dessus une lamelle. Donc on ne fait pas de fixation et on ne fait pas de séchage. Et on observe directement à l'état frais. Donc état frais, bactéries vivantes, frottis ou bien à l'état mort, après préparation d'un frottis fixé, donc à l'état tué. Maintenant qu'on a préparé le frottis et qu'il est fixé, c'est-à-dire les bactéries sont fixées sur une lame, on va passer à la prochaine technique qui est la technique de coloration. Alors il existe deux grandes techniques. Il y a la coloration simple, dans laquelle on va utiliser un seul colorant. Et cette technique, elle va nous permettre d'étudier sous microscope la taille, la forme et le mode de regroupement ou d'association des bactéries. Il existe aussi d'autres techniques qu'on appelle aussi coloration différentielle. Là, je vous ai donné un exemple, comme la coloration de Gram. Donc, dans cette technique, on va utiliser plusieurs colorants et elle va nous permettre aussi d'étudier sous microscope la taille, la forme et le mode de regroupement. Mais en plus, cette coloration, elle va nous permettre de mettre en évidence une structure bactérienne ou bien de faire la différence entre deux grands groupes de bactéries grâce à la différenciation d'une structure bactérienne comme la paroi. Donc coloration de Gram, grâce à elle, on va voir qu'on peut diviser ou bien faire la différence entre deux grands groupes de micro-organismes, de bactéries, les grammes positifs et les grammes négatifs. On verra ça en détail dans les prochains diaporamas. Parlons maintenant de la coloration simple. Donc première technique dans laquelle on n'utilise qu'un seul colorant, le plus souvent c'est le bleu de méthylène. Alors, premièrement, on prend notre frottis fixé, comme vous voyez en bas. Donc on voit bien que notre frottis fixé, il contient, bien il y a par-dessus des bactéries qui sont fixées, qui sont mortes. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre du bleu de méthylène et on va le déposer sur le frottis. Et on va le laisser pendant 1 minute. Après l'avoir laissé pendant 1 minute, qu'est-ce qu'on va faire? On prend notre lame, on l'incline et on fait un rinçage à l'eau distillée ou bien l'eau de robinet, peu importe.
Donc vous voyez en bas que normalement le frottis fixé devient coloré, hein, parce qu'on a coloré des bactéries. Maintenant qu'on a coloré, on peut passer à l'observation microscopique. Et quand on fait une observation microscopique, on aura ce type de résultat. On aura un fond en bleu qui est très clair et les bactéries seront colorées en bleu, comme vous le voyez dans la figure. Donc ça, c'est une technique plutôt simple et on l'appelle coloration simple. Donc, je vous rappelle, donc on n'utilise qu'un seul colorant. Donc ici, on va étudier la taille des bactéries, des cellules bactériennes, leur forme, donc cocci, sphérique ou bâcis allongé, et leur mode de regroupement comme vous le voyez. Alors parlons maintenant de la prochaine technique, la coloration différentielle. Et aujourd'hui, je vais vous donner un exemple d'une technique qui est très utilisée en microbiologie et que vous allez sûrement utiliser, qui s'appelle la coloration de Gram. Cette technique a été mise au point par le médecin danois Christian Gram et il faut savoir qu'on peut l'appeler aussi coloration double parce qu'on va utiliser deux colorants. Et dans cette technique, on va faire la différence entre deux grands groupes de bactéries. Chez les eubactéries, il y a deux grands groupes de bactéries. Il y a les grammes positifs, il y a les grammes négatifs. C'est quoi la différence? La différence, elle repose sur la composition chimique de la paroi, ainsi que quelques caractéristiques membranaires. Alors, donc cette technique, elle permet de mettre en évidence les propriétés de la paroi bactérienne. Elle est utilisée, comme je vous ai dit, pour distinguer et classifier deux grands groupes de bactéries. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'à travers cette technique, quand on fait une coloration de Gram, on peut déjà éliminer la moitié des eubactéries. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire si je travaille sur une bactérie et je commence à l'identifier, généralement on commence par une coloration de Gram et cette coloration de Gram, elle va me permettre de savoir si ma bactérie elle est positive et négative. C'est pour cela que je vous ai dit on peut éliminer déjà la moitié, on va dire plus ou moins la moitié, écarter plutôt un grand nombre de bactéries. Alors, cette coloration différentielle, elle repose, comme je vous ai dit, sur la différence qu'il y a dans la composition chimique des parois. Et pour la réaliser, on va passer par ces étapes. Alors, on va aller étape par étape. On va commencer par prendre notre frottis qui est fixé et effectuer une coloration primaire au violet de gentiane. Donc voilà, après cette coloration, on fera une deuxième étape. Bon, avant de passer à la deuxième étape, donc cette première coloration au violet de gentiane, on peut l'appeler coloration primaire. Comment on fait? On prend notre lame, on va verser sur la partie où il y a le frottis, donc 5 à 6 gouttes de colorant de violet de gentiane, et on va le laisser pendant 1 minute. Pendant 1 minute, on va le laisser agir. Par la suite, on va incliner la lame et on va rejeter le colorant et on rince, à l'aide de l'eau distillée. Donc on fait un rinçage. Deuxièmement, on va passer au mordonçage au Lugol. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre lame qui a été rincée, on va la recouvrir avec du Lugol, qui est une solution d'iode ioduré, et on va le laisser pendant 30 secondes. Après ces 30 secondes, on va le rincer à l'eau déminéralisée, et cette étape, elle peut être répétée une deuxième fois si on voit que le mordonçage n'a pas été bien fait. Maintenant vient l'étape de la décoloration. Avant de passer cette étape, j'aimerais vous rappeler que durant la deuxième étape, quand on finit le mordonçage, on aura, théoriquement, on aura des cellules colorées en violet. Maintenant, quand on passe à la troisième étape, à l'étape de la décoloration, à l'aide de l'alcool,
Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre lame qui a été rincée et on va l'incliner, on va déposer par-dessus quelques gouttes d'alcool. Et c'est de l'alcool absolu, bien évidemment. Ensuite, on attend une dizaine de secondes. Une fois décoloré, on fait aussi un rinçage à l'eau déminéralisée. Donc durant cette étape, à la fin plutôt de cette étape, on aura logiquement des bactéries gram positifs toujours colorées en violet, mais par contre des bactéries gram négatifs, elles seront décolorées. On verra l'explication par la suite. Dernière étape, on passe à la coloration secondaire. Hein? Donc, durant cette coloration secondaire, on va utiliser le colorant qu'on appelle le safranine, ou bien de la fuchsine. Donc on peut utiliser ces deux colorants, soit l'un, soit l'autre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre lame, on va la recouvrir soit de safranine ou de fuchsine, et on va le laisser pendant 45 secondes à 1 minute. Par la suite, on va le rincer à la lame, à l'eau déminéralisée. Et ensuite, on va le laisser sécher, on va laisser la lame sécher sur une platine chauffante, ou bien, sur une platine chauffante à 40 degrés Celsius pendant 10 à 15 minutes, ou à l'air libre aussi, on peut le faire. Et à la fin, il est préférable d'essuyer, ou bien juste de poser la lame sur du papier buvard afin qu'elle sèche complètement. Et à la fin, on passe bien évidemment à l'examen ou bien à l'étude microscopique. Théoriquement, je vais vous montrer un exemple de résultat. Donc comme vous le voyez à gauche, ça c'est une observation microscopique après coloration de grammes. Donc là c'est le grossissement x 100. Donc les bactéries gram négatifs vont se retrouver colorées en rose, alors que les bactéries gram positifs, elles seront colorées, elles seront toujours, tout au long de cette technique, elles seront toujours colorées en violet. Maintenant l'explication, on va la voir dans le prochain diaporama. Alors, maintenant, avant de répondre ou bien d'expliquer pourquoi on a obtenu des cellules gram négatives qui sont colorées en rose et des bactéries gram positives qui sont colorées en violet, j'aimerais vous parler de la structure, des différences structurelles entre les bactéries gram positifs et gram négatifs. Donc là, je vais vous montrer quelques figures. Et on va d'abord commencer par les bactéries qui se trouvent à gauche, donc les gram positifs. Donc ça c'est une observation des coupes ultra fines, on va dire, de ces bactéries. Et on va voir qu'elles ont une structure qui s'organise en trois parties. Hein. De l'extérieur, c'est-à-dire paroi, ensuite espace périplasmique, et ensuite membrane cellulaire ou bien cytoplasmique, et ensuite le cytoplasme. Donc on va commencer par la couche qui est externe, qu'on retrouve dans la paroi. Donc on va voir qu'il y a une couche de peptidoglycane. Donc vous voyez, elle est en bleu en haut à gauche. Cette couche de peptidoglycane, on peut l'appeler aussi muréine. C'est une couche qui est très épaisse chez les bactéries gram positifs. En comparaison aux gram négatifs, par exemple chez les gram négatifs, regardez à droite, vous allez voir qu'elle est fine. Donc chez les gram positifs, elle est épaisse. Cette couche de peptidoglycane, elle est composée de quoi? Elle est composée, regardez ici, la structure du peptidoglycane, elle est composée de quoi? Donc de polymères de N-acétylglucosamine, qu'on appelle NAG, et aussi acide N-acétylmuramique, qu'on appelle NAM. Donc ils sont disposés en série alternée. Il y a aussi on peut retrouver des carbohydrates, peptides, acides aminés. Donc, ils sont, comme je vous ai dit, c'est des polymères et ils sont alternés, c'est-à-dire un NAG, ensuite un NAM. Bref, le peptidoglycane, il est également, si vous voyez dans la figure en haut, en vert, il est également traversé par des chaînes d'acides lipoteichoïques.
regardez, hein, l'hypothécoïque. Et si vous remarquez bien, elles vont jusqu'à la membrane plasmique. Donc elles vont apporter un rôle de stabilité plutôt. Elles vont retenir, elles vont coller en quelque sorte cette couche de peptidoglycane à la membrane plasmique. Il y a aussi d'autres acides comme les acides teichoïques. Ces acides teichoïques, elles vont assurer aussi un rôle de stabilité de cette couche. Passons maintenant à l'espace périplasmique. Donc je ne sais pas si vous remarquez, mais entre la paroi et la cellule et la membrane cellulaire, pardon, donc vous voyez en haut en rouge, en haut à gauche en rouge, entre la paroi et la membrane cellulaire, il va y avoir un petit espace qu'on appelle espace périplasmique. Cet espace, il est situé donc entre la couche de peptidoglycane et la membrane plasmique. Il est beaucoup plus étroit que chez les bactéries gram-négatifs. Donc on passe au gram-négatif, regardez à gauche, on voit bien que le périplasme, l'espace entre le peptidoglycane et la membrane cellulaire, il est beaucoup plus spacieux. Donc c'est un espace qui sert à quoi? C'est un espace de stockage d'enzymes, nutriments, protéines, ions. Il a aussi d'autres fonctions métaboliques, mais on ne va pas les détailler aujourd'hui. Bon, par la suite, on va retrouver bien sûr la membrane plasmique. Elle est composée de protéines poreuses qui arrivent jusqu'à l'espace périplasmique. Et elle contient aussi de nombreux complexes protéines très vitales pour le métabolisme. Bref, on ne va pas trop détailler ça. Je voulais juste vous montrer quelques différences entre les bactéries gram positifs et les bactéries gram négatifs. Passons maintenant aux bactéries gram négatifs. Alors, regardez ici, les gram négatifs, elles sont plus complexes que les gram positifs. Je pense que c'est assez clair. Mais elles s'organisent aussi en trois parties. De l'extérieur, donc on va aller de l'extérieur jusqu'à l'intérieur. On va commencer par la membrane externe. Donc déjà, ça c'est la première différence. Chez les gram négatifs, il y a une membrane externe. Chez les gram négatifs, pardon, il y a les membranes externes, mais par contre pas chez les gram positifs. Alors cette membrane externe, elle est en contact direct avec le milieu extérieur. La membrane, elle est principalement composée de phospholipides, un peu similaire à la membrane cytoplasmique. Donc une couche de phospholipides organisée en bicouches, la partie hydrophile à l'extérieur bien évidemment, la partie hydrophobe, lipophile à l'intérieur. Alors cette membrane, elle contient également de nombreuses protéines. Donc je pense que vous voyez, comme par exemple la porine. Hein, comme par exemple, il y a aussi d'autres protéines de transport. Bon, les plus communes, c'est les porines. Donc la membrane des gram négatifs, elle contient un composé non protéique appelé lipopolysaccharide. Hein, vous voyez tout en haut, en rouge, à droite, j'ai écrit lipopolysaccharides, on peut les appeler aussi LPS. Ils sont considérés comme une endotoxine. Bref, on ne va pas détailler ça, on ne va pas s'embrouiller, on va rester sur les choses basiques. Vous remarquez que les liposaccharides sont constitués de lipides et de polysaccharides. On peut aussi retrouver des protéines comme des protéines de brome. Ces dernières, généralement, elles relient la membrane externe au peptidoglycane. Hein, vous voyez, les lipoprotéines, regardez en bleu, les lipoprotéines, donc elles relient quoi? Elles vont relier la membrane externe avec la couche de peptidoglycane que vous voyez en bleu. Donc, parlons maintenant de la deuxième partie des cellules, de la structure des cellules gram négatifs. Donc on a parlé de la membrane externe, maintenant on va parler de la paroi. Et dans la paroi, qu'est-ce qu'on va retrouver? Pardon, pas dans la paroi, et comme deuxième partie, on va retrouver le peptidoglycane et l'espace périplasmique. Le peptidoglycane, je pense que vous arrivez à voir, c'est en bleu, et l'espace périplasmique juste en dessous.
Alors, chez les grammes négatifs, la couche de peptidoglycane, comme je vous ai dit, elle est très mince, hein, par rapport aux grammes positifs. En plus, elle ne contient pas d'acide lipothécoïque ou bien d'acide thécoïque, contrairement aux grammes positifs. Donc, chez les grammes positifs, on va retrouver des acides thécoïques, lipothécoïques. Comme je vous ai dit, c'est des polymères, on va dire, c'est des chaînes qui vont assurer la stabilité de, de, de la couche de peptidoglycane, mais par contre, chez les grammes négatifs, on ne va pas les retrouver. Quant à l'espace périplasmique, vous voyez, cet espace, il est situé entre la membrane externe et la membrane plasmique, il est beaucoup moins étroit, hein. Il y a plus d'espace par rapport au gramme positif. Donc ça, c'est aussi une différence. Passons maintenant à la membrane plasmique. Elle est semblable à la membrane externe, mais sans lipopolysaccharides. Donc la membrane plasmique, elle ne contient pas les LPS, hein, qu'on voit tout en haut à droite. Elle est aussi composée généralement de protéines poreuses qui arrivent jusqu'à l'espace périplasmique, ainsi de nombreuses protéines importantes pour le métabolisme. Bref, on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Donc tout en bas, vous voyez une autre figure. C'est un schéma simplifié, hein, beaucoup plus simple qu'en haut. Et c'est quoi? On va voir, par exemple, chez les grammes négatifs, comme je vous ai dit, on va retrouver la membrane externe. La membrane externe, comme je vous ai dit, elle est constituée de couches de phospholipides. Et elle est en haut, tout en haut, on va retrouver les lipopolysaccharides et des protéines poreuses comme la porine. Ensuite, il y a le peptidoglycane qui est une couche très fine et elle est reliée plutôt grâce à des lipoprotéines que je vous ai dit, comme je vous ai dit la dernière fois, des lipoprotéines que vous voyez en bleu. Et tout en bas, il y a la membrane cellulaire. Donc voilà. Maintenant pour les grammes positifs, comme je vous ai dit, la paroi elle est constituée de peptidoglycane qui est qui est plutôt épais. C'est une couche épaisse par rapport au gramme négatif. Elle est constituée de quoi? D'acide thécoïque et lipothécoïque qui vont jusqu'à l'espace périplasmique et bien évidemment la membrane cytoplasmique. Donc voilà, ça c'est les grandes différences entre les bactéries grammes négatifs et les grammes positifs. Voici maintenant un résumé ou bien une comparaison entre la paroi des bactéries gram positifs et gram négatifs. Déjà, on va parler d'épaisseur. On voit bien que les grammes positifs peuvent aller de 20 à 80 nanomètres. Elles sont beaucoup plus épaisses que les grammes négatifs qui généralement sont de 10 à 15 nanomètres. Alors, quant à l'aspect en microscope, en électronique, bien évidemment, on va voir que les bactéries gram positifs ont une couche épaisse, alors que les autres, une couche plutôt moins épaisse, beaucoup moins épaisse, et on peut voir qu'elles sont séparées par un espace. Bien sûr, la membrane externe, elle se retrouve que chez les grammes négatifs. L'espace périplasmique, il est beaucoup plus important chez les grammes négatifs, donc très peu d'espace périplasmique chez les grammes positifs. La murine, donc c'est quoi? C'est la couche de peptidoglycane. Hein, je vous ai dit qu'on peut l'appeler murine. Elle est épaisse chez les grammes positifs, elle est moins épaisse elle est mince plutôt chez les grammes négatifs. Les acides thécoïques et lipothécoïques présents chez les grammes positifs, mais pas présents chez les grammes négatifs. Donc ils servent à quoi? Elles servent plutôt à stabiliser, à retenir la couche de peptidoglycane à la membrane cytoplasmique. Alors, les osamines, donc beaucoup plus présents chez les grammes positifs que chez les grammes négatifs. Les acides aminés, aussi, il y a une différence qu'on peut voir ici. Et à la fin, on peut voir aussi qu'il y a une différence au niveau des lipides. Donc 1 à 2,5% chez les grammes positifs. Hein, donc c'est normal, il n'y a pas de couche de lipopolysaccharides. Par contre, chez les grammes négatifs, il y a une couche de lipopolysaccharides, donc il y a beaucoup plus de lipides, 10 à 22%. Voilà, donc c'est un résumé
des grandes différences entre les grammes positifs et les grammes négatifs. Maintenant qu'on a parlé des grandes différences entre les cellules bactériennes gram positif et gram négatif, j'aimerais vous parler de la technique qu'on a réalisée, qui est la coloration de gram. Je veux bien vous expliquer chaque étape, donc pour cela, je vais vous rappeler chaque étape, et à chaque étape, je vais vous expliquer pourquoi on a ce genre de résultat. Donc je vous rappelle que la première étape, c'est la préparation d'un frottis et le fixer. Donc on va préparer un frottis, le fixer, comme je vous ai expliqué dans les précédents diaporamas. Première étape, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une première coloration à l'aide de quoi? À l'aide du cristal violet ou bien du violet gentian. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre lame, notre frottis, et on va le couvrir de quelques gouttes de violet gentian et on va le laisser agir pendant 1 minute. Et à la fin, on va rincer à l'eau distillée. Donc le résultat de cette étape est l'obtention de cellules normalement colorées en violet, que ce soit positif, gram positif ou cellules gram négatif. Maintenant l'explication c'est quoi? Alors il faut savoir que le violet gentian est un colorant basique qui est plutôt puissant. Donc ce dernier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va traverser la paroi et la membrane cytoplasmique bactérienne. Il va se retrouver dans le cytoplasme où il va se fixer aux composants cytoplasmiques bactériens. Comment? Grâce à des liaisons, on va dire, ioniques entre les groupements basiques du colorant, parce que c'est un colorant basique, et aussi au groupement acide des cellules. Donc voilà, ça c'est la première étape. Maintenant, on va passer à l'étape de mordançage, qu'on appelle aussi l'étape de fixation. Donc dans cette étape, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de fixer la première coloration du violet. Donc on va utiliser le Lugol. Le Lugol, on va après avoir rincé bien sûr notre lame, on va utiliser le Lugol, on va déposer quelques gouttes au-dessus du frottis et on va le laisser agir pendant 30 secondes. Alors, ce Lugol, on peut l'appeler mordant, fixateur, parce que qu'est-ce qu'il va faire? Il va fixer la première coloration en augmentant les interactions entre les cellules et le colorant. Par la suite, avant de parler de la suite, donc théoriquement ici, à la troisième étape, quand on finit la troisième étape, on aura quoi? On aura des cellules qui sont colorées en violet. Passons maintenant à la quatrième étape, qui est l'étape de la décoloration. Dans cette étape de décoloration, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre lame qui a été déjà rincée, on va la décolorer à l'aide de l'alcool ou bien de l'acétone pendant 10 secondes. Donc on va prendre la lame, on va déposer par-dessus de l'alcool et on va le laisser pendant 10 secondes. Et à la fin, qu'est-ce qu'on va faire? On va rincer à l'eau distillée. À la fin de cette étape, comme vous le voyez dans la figure, on va voir que les bactéries gram positifs restent colorées en violet. Mais par contre, les bactéries gram négatifs, elles sont décolorées. Elles redeviennent, on va dire, elles se débarrassent de tout le colorant. Alors, l'explication, laquelle, c'est très simple. Les bactéries gram positifs, vous vous rappelez, elles possèdent une paroi qui est riche en peptidoglycanes. Vous vous rappelez par rapport aux bactéries gram négatifs. Donc, les gram positifs, vu qu'elles ont une couche très épaisse en peptidoglycanes, cette couche, elle va empêcher l'alcool de pénétrer dans la cellule. Donc cette couche qui est épaisse de peptidoglycanes, elle va empêcher l'alcool de pénétrer dans la cellule. Et du coup, les bactéries, les grammes positifs, elles ne vont pas être décolorées parce qu'elles ont empêché l'alcool de pénétrer. Par contre, les bactéries gram négatifs, elles ont une couche de peptidoglycanes qui est très mince. En plus, elle est composée de protéines poreuses, comme vous vous rappelez, la porine, vous vous rappelez. Donc, vu que cette couche elle est mince et qu'elle est composée de protéines poreuses, l'alcool va pénétrer plus facilement à l'intérieur des cellules gram négatives. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va
faire dissoudre le complexe violet gentiane iode et il va décolorer les bactéries gram négatives. Et c'est pour cela qu'à la fin, on va avoir un résultat comme celui dans la figure. Bactéries gram positifs restent violettes et par contre, les bactéries gram négatives, elles vont être colorées. Donc cette étape, on l'appelle l'étape de différenciation, d'où le nom de coloration différentielle aussi, parce que grâce à cette coloration, on va faire la différence entre les deux groupes. Bref, maintenant passons à la dernière étape, qui est la contre-coloration. On l'appelle aussi coloration secondaire. Je vous rappelle que dans cette coloration, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre lame qui a été déjà rincée à l'eau distillée, on va la colorer maintenant à l'aide de fuchsine ou bien safranine pendant 1 minute. Et on va le laisser agir donc pendant 1 minute. Et à la fin, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même chose, on va rincer à l'eau distillée, sécher et observer. Donc, théoriquement, quand on observe à cette étape, on va voir que les bactéries gram positives, elles vont rester en violet. Donc, tout au long de la coloration, elles vont rester violettes. Par contre, lors de la dernière étape, contre-coloration, et vu que les cellules de gram négatif, elles ont été décolorées, elles se retrouvent colorées maintenant, dans la dernière étape en rose, hein, à l'aide de la fuchsine ou safranine. Et aussi, donc, à la fin, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des bactéries gram négatifs colorées en rose et des bactéries gram positifs colorées en violet. Donc voici, ça c'était l'explication de la coloration de Gram. C'est une technique très utilisée en microbiologie. Elle permet de faire la différence entre deux grands groupes de bactéries, EU bactéries, et donc c'est les Gram positifs et les Gram négatifs. Alors, quand on fait une coloration de Gram, quand on la réalise correctement, on aura ce genre de résultat lors de l'observation microscopique. On aura des bactéries colorées en rose, qui sont des Gram négatifs. Ici, c'est des bâtonnets, et c'est la bactérie qui est très connue, donc genre espèce Escherichia coli. On peut retrouver aussi des bactéries Gram positifs qui sont colorées en violet. Ici, c'est des cocci. Il y a un exemple aussi d'une bactérie très connue en microbiologie qui s'appelle Staphylococcus aureus. Alors, si on fait un petit exemple ici, si je vous dis, donnez-moi les caractéristiques microscopiques de ces bactéries, vous allez me dire que les bâtonnets, c'est des grammes négatifs, elles ont une forme de bacille, elles existent en plusieurs formes, il y a des bacilles courts, il y a des bacilles lents, et en ce qui concerne l'autre bactérie, Staphylococcus aureus, vous pouvez me dire que c'est une bactérie gram positif. Elle a une forme donc sphérique qu'on peut appeler cocci ou bien coque, et qu'elle peut se retrouver soit séparée, seule, ou bien en amas, hein, comme vous le voyez ici, regroupée en amas. Hein, ça, c'est le mot de regroupement de ces bactéries. Donc voilà, ça c'est un exemple de résultat d'une étude, on va dire, microscopique. Voilà, c'est déjà la fin de ce TD. C'était un TD plutôt simple, mais très important en microbiologie, parce qu'on aborde des notions vraiment basiques et fondamentales en microbiologie. Alors, toutes ces techniques, vous allez les réaliser en TP, soit avec moi, soit avec les autres enseignants de microbiologie, et vous allez voir tous ces résultats. J'espère avoir été très clair. Je vous remercie pour votre attention, et comme d'habitude, je vais mettre des exercices dans la description, des exercices, des schémas complétés, et que je vous conseille vivement de faire à la maison et de ramener à l'enseignant, hein, pour que vous preniez l'habitude, et pour vous tester aussi, tester votre compréhension et on va dire vos connaissances. Et n'hésitez pas à me contacter et à me poser des questions. Donc je vous remercie encore une fois et je vous dis à la prochaine.